l'armée américaine ordonne un retrait pour contrer l'extrémisme dans l'armée. Cela va-t-il éradiquer l'extrémisme, ou cela va-t-il causer des problèmes? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. L'Amérique est toujours secouée par l'émeute du 6 janvier au Capitole. Cela a soulevé des craintes sur la suprématie blanche aux États-Unis, y compris dans l'armée. En effet, un certain nombre d'émeutiers avaient des liens avec cette organisation. En janvier, NPR a déclaré que près d'un accusé sur 5 dans les affaires d'émeute du Capitole avait servi dans l'armée. Mais après avoir examiné la base de données mise à jour, nous avons calculé que c'est moins d'1 sur 7. Et dans l'ensemble de la population américaine, environ un adulte sur 11 a servi dans l'armée. Est-ce une grande différence? Eh bien, cela n'a pas vraiment d'importance, car le fait est que certains des émeutiers accusés étaient des vétérans. Et cela a soulevé des inquiétudes que l'armée soit remplie de suprémacistes blancs. Bien sûr, les préoccupations concernant l'extrémisme dans l'armée ne sont pas nouvelles. En 2019, une enquête de Military Times concluait que plus d'un tiers de toutes les troupes en service actif et plus de la moitié des militaires issus de minorités affirment avoir été personnellement témoins d'exemples de nationalisme blanc ou de racisme à caractère idéologique dans les rangs. Mais ceci a définitivement accentué le problème. Et avec la nouvelle administration, il y a plus de pression et d'opportunités politiques pour agir. Le pourcentage d'extrémistes dans l'armée est peut-être très faible par rapport aux 2,2 millions de membres actifs du service. Mais les extrémistes peuvent causer des problèmes largement disproportionnés par rapport à leur nombre. Ainsi, pour défendre des idéaux qui empêcheraient les membres de l'armée de s'engager dans l'extrémisme, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a signé un mémo en février dernier ordonnant un arrêt des activités militaires. Une mise au repos dans l'armée signifie généralement une période de repos. Mais dans ce cas, cela signifie que tous les chefs militaires ont dû réserver une journée entière pour des discussions sur l'extrémisme, auxquelles tous les membres du service doivent assister. Et s'il y a une chose qui peut faire changer d'avis un extrémiste, c'est de l'obliger à suivre une journée de formation sur le fait que son idéologie est mauvaise. Selon le secrétaire à la Défense, le retrait est la première étape d'un effort concerté visant à mieux informer les militaires de l'ampleur du problème et à développer des moyens d'éliminer l'extrémisme. Les membres du service doivent rejeter toute participation active à des organisations extrémistes, y compris celles qui avancent, encouragent ou préconisent une discrimination illégale fondée sur la race, les croyances, la couleur, le sexe, la religion, l'ethnicité ou l'origine nationale. Pour ce faire, tous les membres du service sont censés signaler tout comportement préoccupant à leurs supérieurs. Ces comportements inquiétants incluent beaucoup de choses. Mais il n'est pas nécessaire que les gens participent activement pour être considérés comme suspects d'extrémisme. Un indicateur d'extrémisme peut simplement être la possession ou la distribution de littérature extrémiste ou d'attirail. J'espère que cela n'inclut pas mon nouveau livre d'auto-assistance, Awaken the Missile Within. Écoutez, il ne s'agit pas de violence. Il s'agit de réaliser véritablement vos capacités à court et à long terme grâce au pouvoir de l'amour de soi. Maintenant, vous pourriez penser que les gens devraient pouvoir lire ce qu'ils veulent, même si c'est de la merde comme votre livre d'auto-assistance. Mais le ministère de la Défense n'est pas d'accord. Il affirme qu'un comportement qui n'enfreint aucune loi ni aucune politique d'extrémisme peut tout de même constituer une préoccupation dans le cadre des nouvelles directives. Voici ce qu'en dit le secrétaire à la Défense. Je veux également que vous partagiez avec vos dirigeants vos expériences personnelles en matière de rencontres avec l'extrémisme. Une idéologie extrémiste dans l'armée. Si vous en avez. Et je veux que vos dirigeants écoutent ces histoires. Et je veux qu'ils écoutent toutes les idées que vous pourriez avoir pour nous aider à éliminer des rangs la conduite dangereuse que cette idéologie inspire. Donc, si l'idéologie extrémiste peut être un sujet de préoccupation, même si elle ne viole aucune politique spécifique,
Alors comment l'armée peut-elle identifier et arrêter l'extrémisme sans aller trop loin? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. Dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme, les dirigeants militaires ont rappelé que les militaires ont prêté serment de défendre la Constitution contre toutes les menaces étrangères et intérieures. Et ils ont vraiment mis l'accent sur la partie intérieure. Le secrétaire à la Marine par intérim Thomas Harker a fait écho au secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Il a mis en garde contre tout ce qui favorise la discrimination illégale fondée sur la race, la croyance, la couleur, la religion, l'ethnicité, l'origine nationale ou le sexe, ce qui inclut l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Pendant ce temps, l'armée de l'air a distribué des vidéos et des instructions sur la manière dont les commandants peuvent organiser leur journée de repos en utilisant des discussions en petits groupes. Troy Black, le sergent-major du corps des marines, a publié un mémo contre les « sous-cultures indésirables qui sont incompatibles avec les valeurs fondamentales des marines ». Il appelle à l'élimination des sous-cultures qui donnent vie à des comportements négatifs. Et il affirme que les racistes, les sexistes, les bigots, les homophobes et les brutes ne sont pas les bienvenus. Il est impossible d'être à la fois un bon marine et l'une de ces choses en même temps. Malgré tous ces efforts, de nombreuses questions soulèvent des interrogations. D'aucuns disent que ces rassemblements d'un jour ne sont pas suffisants et que l'armée devrait en faire plus. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que le secrétaire à la Défense n'a pas donné de directives ni tenu de réunion avec les hauts responsables pour discuter des résultats attendus, notamment des données, des anecdotes ou des recommandations. Il n'y a pas non plus de plan pour centraliser le suivi des activités extrémistes, la compilation des rapports, les enquêtes criminelles, les punitions non judiciaires ou la documentation des sentiments extrémistes. C'est un bon point. Comment connaître l'ampleur du problème de l'extrémisme si l'on ne constitue pas une base de données nationale sur l'idéologie de chacun? Comme l'a souligné Dov Zakheim du Centre d'études stratégiques et internationales, une journée de formation ne va pas changer les gens comme par magie. Et l'assiduité n'est pas un bon indicateur de l'attention ou de l'intérêt des gens. Je veux dire, nous sommes tous allés au lycée. Pour lutter contre l'extrémisme, M. Zakheim recommande donc d'organiser davantage de séances d'information et de réunions d'urgence, au moins 2 fois par an. Il ajoute qu'il devrait y avoir des tests obligatoires avec des certificats d'achèvement à la fin de chaque session de formation. Rappelez-vous tous, lorsque vous passez un test idéologique dont dépend votre gagne-pain, écrivez vos véritables convictions, et non la réponse politiquement correcte qui vous permettra de réussir le test. Étrangement, beaucoup de militaires pensent que tout cela est une perte de temps. D'autres ont déclaré que le scénario du stand-down semblait forcé et que le leadership, parfois, n'était pas authentiquement intéressé à diriger les discussions ou à couvrir les sujets requis. Certains militaires ont également trouvé qu'il était très superficiel, sans substance significative. Cela s'explique par le fait que la mise en œuvre a été largement laissée à la discrétion des commandants. Ceux qui s'y intéressent y consacrent beaucoup d'efforts. Ceux qui ne le font pas, eh bien, ils font le strict minimum. La nature ouverte du stand-down était en partie intentionnelle. L'idée était que les commandants prennent l'initiative sur la façon dont il serait mis en œuvre. La formation anti-extrémisme doit-elle être renforcée ou réduite? Plus d'informations à ce sujet après la pause. Nous sommes de retour. Les républicains et les démocrates s'inquiètent de la manière dont le Pentagone prévoit de lutter contre l'extrémisme, car la manière dont il le fait est importante. Selon un commandant de la marine à la retraite, si c'est fait correctement, c'est un moyen d'éduquer la force sur ce qu'est le problème et ce à quoi il ressemble. Si elle est mal faite, c'est un moyen de faire en sorte que les gens se sentent persécutés sur la base de leurs opinions politiques. Austin Scott, membre républicain du Congrès, dit qu'il est préoccupé par le fait que des gens perdent leur emploi à cause d'une publication sur Facebook qui a été faite lorsque quelqu'un était en colère. Son inquiétude est justifiée, car la marine a averti les marins qu'ils pouvaient participer à l'extrémisme simplement en postant, retweetant ou aimant un message offensant sur les médias sociaux. Oui, c'est à la page 35 de la formation « Pratiques interdites sur les médias sociaux ». Mais ça semble assez vague.
Je veux dire, et si j'aime un post soutenant le bœuf biologique, nourri à l'herbe, j'offenserai les végétaliens. Et McDonald's. Mais ça va plus loin. Les règles disent aussi, ne pas poster sur des sujets politiques partisans. Et, ne partagez pas les messages provenant d'une source partisane ou ceux qui sollicitent des fonds pour des campagnes politiques. Beaucoup de gens trouvent qu'il s'agit d'une double norme, ou du moins d'une confusion. Parce que la marine dit que l'activisme de Black Lives Matter est acceptable parce que ce n'est pas une question politiquement partisane. Même si Black Lives Matter, en tant qu'organisation, sollicite des fonds pour des campagnes politiques partisanes. Alors évidemment, ces idées d'extrémisme soulèvent des problèmes de liberté d'expression. Si ce comité doit s'attaquer à cette question, nous devons nous interroger sur ce que signifie examiner l'extrémisme. Au cours des dernières années, d'autres commissions se sont attaquées à cette question de l'extrémisme et du terrorisme intérieur. Elles se heurtent toujours au même problème, le premier amendement. Le député Rogers affirme également que nous ne devrions pas nous fier aux sondages en ligne pour nous guider. Nous ne devrions pas nous précipiter pour créer des programmes de surveillance gouvernementale à grande échelle afin de contrôler les tendances politiques des membres du service. Surtout si ces programmes s'appuient sur des définitions très vagues de mots très larges comme haine, sectarisme et préjudice. Le député démocrate Adam Smith soulève également une préoccupation. Certaines personnes considèrent que l'extrémisme signifie simplement tout ce qui est en désaccord avec leurs opinions politiques. Et parfois, cela devient délicat. Comme avec l'homophobie, une personne prônant le mariage hétérosexuel conformément à ses convictions religieuses trahirait-elle son serment militaire? Ou cela peut devenir délicat même s'il ne s'agit pas de croyances religieuses. Par exemple, le podcast de Joe Rogan est assez populaire. Mais son podcast a été accusé d'être un véhicule d'intolérance et de transphobie. Alors, écouter le podcast de Joe Rogan pourrait-il attirer des ennuis aux soldats pour extrémisme? Les responsables militaires admettent que cette imprécision des définitions est un problème majeur. Alors bien sûr, des tonnes de questions, et si, vont surgir. Cela soulève également des questions sur l'intention derrière le retrait. Vise-t-il simplement à mettre un terme aux crimes haineux violents commis par un petit groupe de militaires? Ou s'agit-il d'une mission idéologique plus large? Voici un extrait d'une promesse écrite dans un rapport de la Task Force Navy One. Je m'engage à défendre et à reconnaître toutes les expériences vécues et les identités croisées de chaque marin de la marine. Cela peut sembler très politiquement orienté à gauche, ou tout simplement déroutant. L'avocat général du First Liberty Institute a déclaré à la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants qu'il avait vu des publications du ministère de la Défense, indiquant que les personnes qui s'identifient comme chrétiennes évangéliques ou catholiques ou appartenant à d'autres groupes religieux sont au moins considérées comme potentiellement extrémistes. Écoutez, je suis allé à l'école catholique, et certaines de ces nonnes étaient assez extrêmes. Mais vous pouvez voir comment cela soulève quelques problèmes majeurs du premier amendement. Et on pourrait arguer qu'il serait plus constitutionnel de ne s'en prendre qu'aux membres du service qui ont déjà commis des crimes. Mais les responsables militaires veulent prévenir ces crimes avant qu'ils ne se produisent, en éliminant l'extrémisme avant qu'il n'en arrive là. Quel sera donc l'impact de cette nouvelle formation anti-extrémisme? Et comment pensez-vous que nous devrions contrer l'extrémisme dans l'armée? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.